Mes amis, bien le bonjour. La société allemande Wirecard AG, qui a été créée en 1999, promettait dans toutes ses communications qu'elle allait nous faire avancer vers la société cashless, la société sans cash. Néanmoins, il semblerait qu'ils aient pris cette profession de foi au premier degré, parce qu'à un moment donné, ils ont endormi 2 milliards de cash. La société cashless, c'est très simple. Je peux t'en faire la démonstration. Tu me donnes ton porte-monnaie pendant 30 secondes et je te le fais à la Wirecard. Cashless, sans cash. Alors, que s'est-il passé? C'est une société qui a été montée pour être un intermédiaire dans les transactions de paiement. Des transactions entre des individus qui achètent en ligne, qui achètent des abonnements, qui achètent des produits. Et puis, leur banque, d'un côté. Et puis, de l'autre côté, le site qui vend le service ou le produit. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Eux, ils étaient un intermédiaire là-dedans. Comment ils gagnent leur vie? Ils gagnent leur vie en prenant un pourcentage sur les transactions. Chaque fois que l'argent circule entre leurs mains, il y a un petit pourcentage qui leur revient. Alors le système est relativement risqué, dans le sens où il y a beaucoup d'argent qui circule, mais pour des bénéfices relativement faibles, donc le risque financier est énorme. Chaque fois qu'on voit beaucoup de chiffres d'affaires, mais très peu de bénéfices, on est dans une situation à risque financier super élevé. Wirecard AG fait beaucoup d'argent avec des sites adultes, avec des sites de casinos, de vente de choses comme ça, qui en général sont refusés par les systèmes classiques. Mais ça vous montre une forme de désespoir dans cette compagnie qui voulait grandir à tout prix. En 2008, il y a un premier incident. Il y a une société, une sorte d'association en réalité, la SDK, une association allemande d'investisseurs. Elle protège les investisseurs, des petits porteurs en particulier qui sont là-dedans. Et puis là, cette association réalise qu'il y a un problème avec les comptes de l'exercice 2007. Ce qu'elle veut, elle veut que Wirecard admette que ces comptes 2007 sont falsifiés et elle va porter plainte. Elle veut que la société annule ces comptes-là. Alors, bien entendu, Wirecard AG avait beaucoup d'avocats, avait ses connexions auprès de la justice, auprès même du régulateur allemand, et va contre-attaquer la SDK. Alors, elle va dire que, à cause de vous, à cause de votre plainte, le cours de notre action a baissé, et donc, vous nous avez causé du tort, et vous avez causé du tort aussi à d'autres investisseurs. Alors, d'autres investisseurs, des grands en particulier, attaquent également, se mettent en tant que partie civile, et attaquent la SDK, en disant, à cause de vous, la valeur de notre portefeuille a baissé. On réclame 2,9 millions de dollars à cette association. Et à un moment donné, c'est Wirecard qui va gagner le procès. On exigera même que M. Schneider, le boss de cette association, aille en prison. L'affaire va donc continuer et Wirecard grandira de plus en plus. De temps en temps, il y avait quelques messages anonymes en ligne, des blogueurs qui disaient « oui, ils font du blanchiment d'argent, ils sont pas nets ». Mais chez Wirecard, on disait, oh, c'est juste des short sellers, c'est des gens qui vendent à découvert et ils veulent nuire à nos actions pour pouvoir faire de l'argent. En 2018, une évolution absolument extraordinaire va arriver quand Wirecard AG devient l'une des 30 plus grandes compagnies en Allemagne et sera listée au DAX. Alors le DAX, à l'époque, il avait 30 valeurs, aujourd'hui il a 40, un peu comme le CAC 40 parisien. Et en fait, c'est un indice boursier très important. Notre Wirecard se retrouve à côtoyer Siemens, à côtoyer Volkswagen, SAP, Airbus, les plus grandes compagnies allemandes en fait. Ceci va lui attirer de nouveaux capitaux. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fonds de pension, des fonds de retraite et autres portefeuilles d'investissement considérés comme des investissements de père de famille, des investissements dits sûrs. Ces investissements-là ont une règle importante. Ils ne rentrent que sur des valeurs qui sont listées sur des indices boursiers majeurs, comme par exemple le CAC 40, le DAX ou autre. Et donc immédiatement, ils vont commencer à investir là-dessus.
À ce moment-là, notre Wirecard va commencer à augmenter son empreinte un peu partout dans le monde. Elle commence à ouvrir en Inde, à Singapour, à Dubaï, elle multiplie les opérations. Et pourtant, on arrive en 2020 et on a le Financial Times qui va publier un article. L'article dit que il y aurait, semble-t-il, une fraude à l'intérieur de Wirecard, c'est-à-dire que ils sont en train de falsifier leur comptabilité. Finalement, quelque chose qui avait été dit en 2008 déjà, qui a valu énormément d'ennuis aux gens qui ont tenté de le dire. Ben, la même chose est redite 12 ans plus tard par le Financial Times. Et puis, le litige porte sur plus de 2 milliards de dollars. Littéralement, tout l'argent de l'exercice de 2010 jusqu'à 2020, 2 milliards de dollars, donc tout le bénéfice de cette compagnie, il semblerait qu'il n'existait pas. Soit l'argent a été endormi, soit l'argent n'a jamais existé en premier. Alors, que se passe-t-il? L'affaire enfle, ça commence à faire du bruit. Bien entendu, Wirecard prend les avocats les plus agressifs et attaque le Financial Times, attaque les journalistes. Il y a la société, l'administration de régulation, la BaFin allemande, qui est le gendarme de la bourse, qui va aussi poursuivre les journalistes pour défendre Wirecard. Donc le système mafieux politico-financier, comme d'habitude, s'organise, se met en branle, avec la justice toujours prête justement à défendre le mensonge jusqu'au bout. Mais sauf que là, ça commence à enfler. Les journalistes vivent dans la peur, ils sont inquiétés par la police, ils sont suivis par des détectives privés. On commence même à tenter de hacker leur boîte email. Il y a une société de sécurité qui se met sur le coup aussi, qui commence à les espionner. Cette société-là était gérée par un proche du régime de Kadhafi, juste pour vous dire le genre de personne. Donc c'est un système mafieux qui commence à se retourner contre ces journalistes qui se disent, est-ce qu'on a bien fait finalement de découvrir le poteau rose? Mais là, le problème, c'est que le chat était en dehors du sac. Ça veut dire que la presse internationale et beaucoup d'investisseurs, grands et petits, commençaient à exiger des comptes en disant nous, on veut voir, on veut réellement que vous nous dites une fois pour toutes, est-ce que ces allégations sont fondées ou pas. Alors, ce que fait Wirecard, ils disent, de toute façon, nos comptes sont depuis toujours audités. On ne peut pas aller au DAX comme ça, on est une grande société, notre valorisation de 25 milliards de dollars, nos comptes sont audités par Ernst & Young. Mais, si ça peut vous donner de la paix, ce qu'on va faire, on va ramener KPMG et on va leur demander de regarder les comptes. Alors, sur ce, KPMG, une autre société d'auditing, qui fait partie de ce qu'on appelle les Big Four, les quatre grands, on a Ernst & Young, KPMG, Deloitte et on a PwC. Donc là, ils ramènent KPMG. Ceci leur permet en réalité d'acheter du temps, parce qu'un audit sur une entreprise de cette taille, ça va durer 6 mois. Donc pendant ce temps-là, la vie continue, et puis les transactions se font, les partenariats, tout ça. À un moment donné, 6 mois plus tard, on a KPMG qui va publier le résultat de son audit. Ils vont dire, on n'a pas pu vérifier l'existence ou la non-existence des fonds de 2 milliards de dollars. En fait, ces fonds-là, comme le révélera l'enquête par la suite, n'existaient pas. C'est-à-dire que, voilà ce qu'avait dit Wirecard à Ernst & Young par le passé, et que cet auditeur semble avoir accepté sans trop poser de questions. Ils leur ont dit, oui, on a nos bénéfices qui sont engrangés sur un compte aux Philippines. Voilà, nous sommes une société allemande, basée principalement à Munich, mais pour une raison, nous sommes une société globale. Notre argent, nos bénéfices sont placés aux Philippines. Le problème, c'est que quand les enquêteurs vont voir aux Philippines, ils ne trouvent rien. Ils vont voir les banques. Les banques philippines, il y a 2 grandes banques qui leur disent non, les documents que vous nous montrez sont des fraudes. Nous, on n'a jamais entendu parler de Wirecard, on ne les connaît pas, on ne travaille pas avec eux. Et puis l'adresse qui était donnée de toute façon, c'était un hangar avec une compagnie de bus. Ça veut dire que Wirecard n'ont même pas, avec l'argent qu'ils brassaient, ils auraient pu au moins louer un étage de bureau sur une tour avec des baies vitrées, puis mettre 2-3 jobards là-dedans, 2-3 expats qui brassent de l'Excel et du PowerPoint à longueur de journée. Non, ils n'ont même pas fait ça. Ils ont juste pris une sorte de hangar minable, ils l'ont utilisé comme boîte aux lettres, et puis ça suffit pour convaincre les autorités allemandes que la société est légitime et doit aller au DAX.
ce que les autres vidéos en ligne ne disent pas. C'est que ce qu'on voit ici, on voit une collusion. C'est-à-dire que c'est le fruit d'un système. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un accident, parce que par la suite, le PDG, monsieur Marcus Brown, a été arrêté. D'ailleurs, si vous regardez ces images, il portait à un moment donné un polo noir à la Steve Jobs, comme Elizabeth Holmes de Theranos. Elle aussi, elle brandissait ce pull, qui est généralement une signature de l'escroc. Je ne dis pas que Steve Jobs était un escroc, mais les gens qui tentent de lui ressembler, en général, sont des escrocs. Alors, monsieur Brown est arrêté, alors qu'en vérité, c'est juste un bouc émissaire, parce que c'est pas possible de faker tout ça, et puis de dire, bah oui, on est des victimes, il a menti aux autorités. Les autorités allemandes étaient complices, on est dans un système où ces gens ont payé leur protection. Ces gens ont payé pour être protégés pendant si longtemps, et puis ils ont dû financer, vous savez, des carrières politiques, financer des partis, tout ça. Mais au bout d'un moment, ils deviennent trop radioactifs. Au moment où ça enfle, parce que le politique, qu'est-ce qu'il veut? Le politique, c'est un commensal. Mais c'est un commensal facile. Je veux dire, il est prêt à défendre la boîte, il prend du fric, il prend du blé, du moment que c'est pas trop radioactif. Maintenant, si ça doit s'étaler en 5 colonnes à la une sur la presse internationale, lui, ben, il ignorera, enfin, il dira ne jamais avoir travaillé avec vous, il ne vous connaît pas, et il serait le premier à appeler au bûcher. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc, tout le monde appelait au bûcher. Alors, en vérité, c'est quoi l'arnaque de Wirecard? L'arnaque de Wirecard est comme celle-ci. Imaginons qu'aujourd'hui, je crée une entreprise qui vaut 50 euros. Je suis détenteur de 100% des actions. Ma fortune s'élève donc à 50 euros. Ce que je peux faire, c'est créer de faux comptes, créer de faux clients, ce que Wirecard faisait, créer de fausses transactions, comme Wirecard faisait. Par exemple, il virait des millions d'un pays à l'autre, et après il les faisait revirer dans l'autre sens. Et puis comme ça donnait l'impression qu'il y avait de l'argent qui circulait par rapport à une activité commerciale qui en fait était fantôme, qui n'existait pas. Le but, c'était montrer que c'est une compagnie qui vaut de l'argent. Donc une fois que la compagnie valait 25 milliards de dollars, en fait elle valait rien du tout, mais que sur le papier elle valait 25 milliards de dollars. Monsieur Marcus Brown, qui possédait 7% de la compagnie, était donc techniquement milliardaire. Donc moi-même, si je prends une compagnie de 50 euros et j'arrive à la mettre sur le DAX, à un moment donné, effectivement, je deviendrai milliardaire. Mais c'est que du vent. Ce que faisait à partir de là monsieur Brown, et puis aussi les gens qui étaient autour de lui, ils allaient vers les banques et obtenaient des prêts indexés justement sur la valeur de leurs actions, en disant, voilà, je suis propriétaire de 7% d'une boîte qui vaut 25 milliards de dollars, donc je pèse 2 milliards, mettons. À ce moment-là, si le gars veut 500 millions, la banque va les allonger. Et cette fois-ci, on a le vent, les 25 milliards qui sont du vent, qui permettent d'obtenir du vrai argent de la part des banques. C'était ça un petit peu l'arnaque. Maintenant, il y a quand même des failles, il y a quand même des... Pourquoi je ne pourrais pas monter cette arnaque? Parce qu'imaginons que j'ai mon entreprise qui vaut 50 euros, et je dis tout simplement, bon, voilà, l'année dernière, on a fait 2 milliards. Je vais avoir le fisc sur le dos. Les impôts, ils demandent que je paye. Comment je vais faire pour les payer? Si ma compagnie n'a fait aucun bénéfice, comment je ferai pour payer des bénéfices sur 2 milliards de dollars? Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des failles dans cette histoire. C'est pour ça que c'est une histoire qui est le fruit d'un système. Ce n'est pas juste un hasard, comme ça, que voilà, monsieur Marcus et son bras droit ont menti, ont falsifié, puis ils ont arnaqué tout le monde. Non, on a Ernst & Young qui a audité tous ses comptes. On a le BaFin, la police, le gendarme de la bourse, qui était tout le temps derrière eux, qui n'a rien vu, personne n'a rien vu, on a même la justice qui les a défendus, qui a attaqué ceux qui disaient que cette société-là, c'est du vent et falsifie ses comptes. Donc effectivement, on a quand même clairement la nette impression que c'est le fruit de la corruption de système allemand, plutôt qu'un accident juste comme ça de la route. Alors, la société, bien entendu, une fois que tout était exposé, que KPMG a confirmé que voilà que les comptes étaient probablement falsifiés, on a le débarquement de la police. Là, la police allemande est obligée de débarquer. Tout simplement, quand la police débarque, c'est un instant, si vous voulez, où les protections politico-judiciaires viennent de sauter. Ça signifie tous les gens qui, pendant
des années ont bouffé de l'argent, eh ben, soudainement, ils reconnaissent plus cette société et puis ils préfèrent qu'elle meure le plus vite possible. Vite, 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 parce que plus vite elle sera écrasée, hein, elle ira au bûcher, plus vite les traces de leur participation, de leur collusion disparaîtront. Donc, Monsieur Marcus se retrouve, du jour au lendemain, se retrouve de milliardaire, il se retrouve avec une fortune de 0 et en tôle. Il est enfermé jusqu'à maintenant, il est en prison, il est encore en train d'être jugé. Son bras droit, lui est malin. Son bras droit, un gars assez excentrique, ce type, à l'époque par exemple de Daesh en Syrie, il a réussi à partir là-bas avec des mercenaires pour tirer à la calache au bord de la mer. Donc c'est un type assez excentrique, qui fait des trucs bizarres, mais qui semble avoir énormément de connexions. Connexions, c'est lui qui a ramené les Libyens, par exemple, pour harceler les journalistes du Financial Times. Donc il a des connexions un peu partout, avec des groupes de mercenaires, avec des services secrets, et il avait beaucoup d'argent. Et c'est quelqu'un de prévoyant, c'est-à-dire lui, au moment où il a senti les flics, il a disparu, s'est volatilisé. Il est dans la liste des personnes les plus recherchées par Interpol, et on n'a pas la moindre idée où il peut se trouver. On parle de Bélarus, on parle de Russie, on parle de plein d'endroits, mais on ne sait pas où il est. Le mec est prévoyant, c'est-à-dire que contrairement à M. Brown, qui vivait comme ça dans un appartement extrêmement luxueux et tout ça, et qui est resté jusqu'à ce que la police vienne lui mettre les menottes, l'autre était un malin. Ça veut dire que, probablement, pendant toute son implication dans cette grosse arnaque, il avait préparé son exit. Il a dû préparer de l'argent à l'étranger, des papiers, des connexions, du cash, différents comptes en banque, des propriétés, de sorte que lorsqu'il a senti l'odeur du vinyle, il s'est volatilisé. Personne ne sait où il est. L'histoire, malheureusement, est triste parce qu'il y a encore autre chose. C'est pas que des arnaques interbancaires. Il y a des gens qui ont été aussi arnaqués. Par exemple, les personnes qui ont été touchées dans leur retraite. C'est des gens qui avaient mis leur argent pour leurs vieux jours, hein, dans des systèmes de pension qui sont retrouvés avec cette partie de l'investissement complètement volatilisé, alors que c'était considéré comme un investissement sûr. On a au Royaume-Uni, par exemple, cette société était en partenariat avec 2 boîtes qui travaillaient avec des cartes de crédit prépayées. C'est-à-dire des gens, et généralement c'est des gens des interdits bancaires, des gens qui vivent dans la misère et tout ça, qui ont des cartes Visa ou autres prépayées qui étaient garanties par justement Wirecard AG. Donc, ils mettaient leur cash dessus et ça leur permettait après de les utiliser. Quand cette boîte a collapsé, littéralement elle a collapsé en une semaine, eh bien quand elle a collapsé, ils n'ont pas eu le temps d'utiliser leurs cartes parce que dès le premier bruit de botte, ce qui s'est passé, c'est que les cartes étaient verrouillées, étaient inutilisables. Elles étaient, quand les gens les mettaient dans le distributeur, elles étaient refusées. Vous pouvez plus acheter avec. L'argent qui était dedans, c'est fini. Il était perdu. Il a été perdu pour toujours. Parce qu'aujourd'hui, l'action, elle vaut... je crois qu'au top de sa valorisation, l'action était de Wirecard. Je crois qu'elle flirtait avec les 250 €. Aujourd'hui, elle vaut rien. Elle vaut quelques centimes. Donc, voilà, l'entreprise a complètement collapsé et a pris l'argent d'énormément de gens. Mais malheureusement, c'est très courant de voir des pauvres gens arnaqués, des fois déposer les économies de toute une vie, des fois déposer leurs derniers 250 € qu'ils ont, et que cet argent-là, le soir même, il soit éclaté dans des bars, dans des boîtes de nuit, à Dubaï, à Londres, à Paris, sur des bouteilles de champagne et des bouteilles de gin et de vodka hors de prix, qui seront pour la plupart du temps même pas bu, mais versé sur le sol ou versé sur des danseuses. Voilà mes amis, malheureusement on est dans l'abject des forces de l'argent. Et puis je vous raconterai encore plus dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.